Merci. Donc, je tiens à remercier les organisateurs pour cette invitation. C'est toujours un réel plaisir pour moi d'être ici. Donc, je remercie particulièrement Gilles, Assia et Yves pour cette invitation. Donc, mon exposé porte essentiellement sur la détermination d'un coefficient dans une équation dérivée partielle. C'est l'équation de Schrödinger, mais avec un champ magnétique. Donc, en fait, les lignes de mon exposé, je commence par une petite introduction sur les problèmes inverses, d'une façon générale. Puis, je présente le problème qu'on va considérer aujourd'hui, l'équation de Schrödinger avec un champ magnétique. Je définis qu'est-ce que c'est l'opérateur Dirichlet-Neumann. Je définis également une classe de géométrie dans laquelle on va résoudre le problème. Donc la deuxième partie sera consacrée à la définition d'une classe de géométrie particulière dans laquelle on va essayer de résoudre le problème. La troisième partie, on va essayer de construire par la méthode de l'optique géométrique des solutions particulières pour l'équation de Schrödinger. Je donne quelques idées sur la démonstration pour l'unicité du problème inverse. Et si j'aurai un peu de temps, je parle du problème inverse spectral. Donc je commence par une petite description d'une façon générale sur les problèmes inverses. Donc en fait, les problèmes inverses, donc certainement vous avez vu pas mal d'exposés durant cette conférence sur les problèmes inverses. Donc imaginons qu'on a un milieu physique qui occupe un domaine ici, oméga. Et je suppose que toutes les propriétés physiques de ce domaine sont connues. On expose donc ce domaine à des rayons, différents types de rayons, des ondes électromagnétiques, des ondes sonores, etc. Et on mesure la réponse de ce milieu à cette excitation-là. Donc là, c'est l'exemple type d'un problème direct. Pour les problèmes inverses, c'est qu'on a un milieu physique dont je ne connais pas certainement ses propriétés. Par contre, je connais la réponse de ce milieu à des excitations, à des ondes envoyées. Et donc, l'objectif, c'est de déterminer certaines propriétés de ce milieu physique. En fait, dans la vie, d'une façon générale, on est confronté à des problèmes inverses. En fait, il s'agit de déterminer les causes à partir des effets. Donc ça, c'est le problème inverse. Donc, c'est inversement au problème direct. Le problème direct, si je connais les causes, on détermine les effets. Donc là, par exemple, vous avez un exemple que j'espère que vous n'avez pas rencontré dans la vie courante. Donc là, à partir des mesures effectuées, à partir des effets, on détermine les causes. Donc là, vous avez les causes de ce problème inverse. Donc un exemple plus académique, c'est si vous prenez ce système, donc si vous prenez ce système, donc un système qui est constitué d'un ressort K, de raideur K, avec un amortisseur B, donc là vous avez une masse M et vous exercez une force grand F. Donc là, ce système il réagit par cette équation différentielle de second ordre. Donc là, le M c'est la masse, B c'est le coefficient d'amortissement, K, c'est une constante qui caractérise le ressort K. Donc, X0, c'est la position initiale et V0, c'est la vitesse initiale. Le problème direct, c'est que, sachant que je connais grand F, je connais tous les paramètres K, M et B, est-ce que je peux déterminer la position X de t pour n'importe quel t? Donc là, c'est un exemple classique de problème direct. Le problème inverse qu'on pourra envisager, je suppose que je connais la position X de t pour n'importe quel t. Je connais M, B, est-ce que je peux déterminer le coefficient K qui caractérise le ressort K? Donc là, c'est un exemple aussi de problème inverse qu'on pourra rencontrer. En fait, aujourd'hui, plutôt, on va considérer un problème inverse pour les équations dérivées partielles. On sait que plusieurs phénomènes physiques sont modélisés par des équations dérivées partielles qui décrivent le comportement de ces systèmes. Et donc la résolution de ces systèmes constitue ce qu'on appelle le problème direct. Évidemment, pour pouvoir résoudre ces équations, il faut connaître tous les paramètres
intervenant dans les systèmes. Il faut connaître les conditions initiales, les conditions limites, le domaine spatial, etc. La durée de l'expérience. Donc il faut connaître tous les domaines, tous les paramètres. Pardon. Mais dans la pratique, certains paramètres sont inconnus ou mal connus. Et donc la détermination de ces paramètres à partir des informations supplémentaires ou bien à partir des mesures effectuées sur la solution du système constitue ce qu'on appelle le problème inverse. Par exemple, l'exemple type d'un problème direct, c'est la prédiction de l'état futur d'un système connaissant son état actuel. Et pour ce système, on pourra considérer plusieurs problèmes inverses. Par exemple, est-ce que je peux reconstituer l'état passé d'un système à partir de son état actuel? Donc là, par exemple, je donne un exemple sur les problèmes inverses pour les EDP. Je considère l'équation de la chaleur sur un intervalle 0,1. Donc, vous avez la dérivée par rapport à t égale la dérivée seconde par rapport à x. J'ai la température initiale, mu de x, et j'ai des conditions au bord égales à 0. Le problème direct classique, c'est déterminer la température. Déterminer la température, sachant que je connais la température initiale pour tout instant t. Problème inverse, je suppose que je connais la température finale, U à l'instant grand T, déterminer la température initiale. Et donc, on va voir dans cet exemple que, en fait, pour les problèmes inverses, ce que je n'ai pas dit, en fait, pour les problèmes inverses, il y a deux questions importantes à étudier. La première question, c'est l'unicité. La deuxième, c'est la stabilité. Qu'est-ce que c'est la stabilité? Est-ce qu'une petite erreur ou bien effectuée sur la mesure engendre une erreur contrôlée sur l'identification? Et la troisième question pour les problèmes inverses, c'est la reconstruction des paramètres. Et donc, on va voir sur cet exemple que les problèmes inverses sont généralement mal posés. Mal posés, ça veut dire qu'on va voir qu'une petite erreur sur la mesure pourra engendrer une grande erreur sur l'identification des coefficients. Voilà. Donc là, pour le problème direct, la réponse est triviale parce qu'on arrive facilement à résoudre l'équation et vous avez une forme explicite de la solution U. Donc les mu K, c'est les coefficients de la température initiale mu. Maintenant, pour le problème inverse, je suppose que je connais la température finale, qui est notée par nu ici, et je veux déterminer la solution, ou bien la condition initiale mu. Bon, là, on résout également le problème rétrograde. Donc là, il suffit de remplacer t, petit t par grand T moins petit t, et vous avez une solution. Si vous voulez récupérer mu, il suffit de prendre petit t égale à 0, la condition initiale, et vous avez mu. Imaginons maintenant qu'on a une perturbation de la condition finale, nu. Je suppose que l'instrument que j'utilise effectue une petite erreur de l'ordre de epsilon dans la mesure. Et donc là, on voit très bien que ce que je trouve comme étant condition initiale, ce n'est pas la condition initiale exacte, par contre, c'est mu plus un autre terme, qui est en bleu ici. Et on voit que même si les epsilon k sont petits, et le fait qu'on a des gaussiennes ici, exponentielle k carré, donc là on voit qu'une petite erreur sur la mesure pourra engendrer une grande erreur, ou bien pourra amplifier en fait l'identification, l'erreur de l'identification. Et donc là on voit très bien qu'il s'agit d'un problème où on n'a pas la stabilité dans l'identification. Voilà, donc là en fait c'est juste un aperçu sur les problèmes inverses d'une façon générale. Et je passe maintenant à une description plus précise sur le problème qu'on va étudier. Je considère une variété, dans un cadre plus général, avec un bord, donc compact avec un bord et de dimension supérieure ou égale à 2. Donc je définis le Laplacien sur cette variété-là, donné par les formules classiques, en coordonnées locales. Et je définis un Laplacien magnétique. Le Laplacien magnétique, c'est un Laplacien, mais perturbé par un champ magnétique grand A. A, c'est une forme au covecteur, donc donnée en coordonnées somme des AJ des XJ. Et pour cet opérateur, on va considérer l'équation de Schrödinger, définie sur M.
Donc là, vous avez un I dt plus Laplacien A, ça c'est le Laplacien magnétique, U égale à 0. Je suppose que la condition initiale est nulle et j'impose une condition de Dirichlet sur le bord. Donc si vous prenez A régulier, donc un potentiel régulier, et si vous prenez des conditions raisonnables, donc si vous prenez par exemple F dans cet espace fonctionnel, qui vérifie certaines conditions de compatibilité avec la condition initiale, alors vous pouvez montrer qu'il existe une solution unique de ce système dans une classe fonctionnelle raisonnable. Elle est contenue à valeur dans un Sobolev H1 et C1 à valeur dans H-1. Et on pourra également montrer que la dérivée normale de la solution, elle est L2. Donc la dérivée normale, elle est L2 et elle est majorée par une constante, la norme de F. Donc en fait, on va voir que cette inégalité est très importante dans la suite. Donc là, la normale, c'est la normale extérieure. Donc en fait, cette inégalité me permet de définir un opérateur, ce qu'on appelle l'opérateur Dirichlet-Neumann, qu'on va noter grand lambda, indice G, dépend de la métrique G, et dépend du champ magnétique grand A. C'est un opérateur défini sur l'espace H, à valeur dans L2, et qui est donné par cette formule-là. En fait, je prends une donnée F de Dirichlet, je résous le système, j'ai une unique solution, dont la dérivée normale est L2, et je prends cette quantité-là. Donc c'est un opérateur linéaire, et grâce à l'inégalité, cette inégalité-là, c'est un opérateur continu. Et donc le problème inverse consiste à déterminer le paramètre A, ou bien le champ magnétique A, qui est là, à partir de cet opérateur-là. Qu'est-ce que ça veut dire, déterminer A à partir de l'opérateur Dirichlet-Neumann? Ça veut dire que si je connais le graphe de cet opérateur, si je connais la réponse du milieu pour n'importe quelle excitation F, est-ce que je peux déterminer le champ magnétique A? Donc, comme j'ai dit, en problème inverse, il y a trois questions importantes à étudier. La première, c'est l'unicité ou bien l'identifiabilité du coefficient. Qu'est-ce que c'est l'identifiabilité? L'unicité ou l'identifiabilité, c'est d'étudier l'injectivité de cette correspondance. En fait, cette correspondance est non linéaire, malgré que l'opérateur lambda est linéaire, parce que la solution U elle-même dépend d'une manière compliquée de A et de G. Donc c'est une correspondance non linéaire. Donc l'unicité ou bien l'identifiabilité des problèmes inverses, c'est tout simplement étudier l'injectivité de cette correspondance, telle que pour un champ magnétique A, j'associe le lambda GA. Et en fait, on va voir tout de suite qu'il y a une restriction sur l'identifiabilité, qu'on ne pourra pas déterminer A d'une manière unique. Et ça, c'est lié à un phénomène d'invariance par jauge, parce que si vous prenez n'importe quelle fonction phi de classe C1, qui vaut 0 sur le bord, pardon, pas sur M, ici sur le bord de M. Et si vous considérez cet opérateur conjugué, vous allez trouver que ça, c'est tout simplement le Laplacien magnétique, mais associé au champ magnétique A plus la différentielle de phi. Et si vous calculez l'opérateur conjugué de l'opérateur Dirichlet-Neumann, vous allez trouver que c'est le Laplacien, c'est lambda A plus la différentielle de phi. Donc là, en fait, on montre que lambda A plus des phi, c'est lambda A, et il n'y a aucune raison que A égale à A plus des phi. Donc là, en fait, on a une classe invariante de champ magnétique. La chaleur Schrödinger. Ça, c'est Schrödinger, pardon. Bon, si tu prends l'équation en régime stationnaire, je pense que c'est un autre type de problème. Peut-être tu parles des problèmes spectrales, enfin le problème spectral ou... parce que, bon, effectivement, il y a l'opérateur Dirichlet-Neumann, tu peux le définir pour n'importe quelle équation, enfin raisonnable.
Mais là, ce qui est important dans cet exemple-là, c'est que on a un problème d'évolution, mais surtout on a une vitesse de propagation infinie. On va le voir en fait même après dans la construction des solutions. Donc en fait, ce qui devient remarquable pour Schrödinger, c'est le fait que tu as une vitesse infinie de propagation. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Voilà, en fait, on va voir tout de suite qu'est-ce qui se passe ici pour cette invariance. Ben, si vous prenez U, une solution de notre système initial, problème du système initial, et si vous conjuguez U avec cette fonction-là, exponentielle I phi, vous prenez phi, une fonction quelconque qui vaut 0 sur le bord, en fait, on montre que V vérifie cette équation-là. Sauf que là, on a changé le champ magnétique A par A plus d phi, la différentielle de phi. Et si on calcule le lambda A, l'opérateur Dirichlet-Neumann, on montre que c'est lambda A plus d phi. Donc là, en fait, on voit très bien qu'on a lambda A égale lambda A plus d phi, comme j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a aucune raison que A égale A plus d phi pour phi quelconque. Donc là, en fait, on voit tout de suite qu'on n'a pas l'unicité. On ne peut pas espérer, en tout cas, l'unicité d'un champ magnétique à partir de l'opérateur Dirichlet-Neumann. Et donc là, en fait, on va raffiner un petit peu la question de stabilité, c'est-à-dire au lieu de chercher A, est-ce que je peux déterminer A modulo une classe invariante par ce phénomène, par cette transformation-là. Et donc là, on voit très bien que si vous prenez n'importe quel champ magnétique A, raisonnable, dans un HK, vous pouvez la décomposer de cette manière. Donc A, on peut l'écrire comme un AS plus un défi. AS, c'est la partie sonoïdale et défi, c'est la partie potentielle. Et donc la question raisonnable qu'on va étudier, est-ce qu'au lieu de déterminer A, est-ce que je peux déterminer la partie AS d'une manière unique? Donc là, en fait, je supprime toute la classe invariante par défi, par la transformation de jauge. Et donc, comme j'ai dit, en fait, l'idée, c'est on ne va pas espérer d'identifier A, mais est-ce qu'on peut espérer d'identifier la partie AS du champ magnétique A? Voilà, donc là, en fait, puis on s'intéresse également à une méthode qui nous permet d'avoir des résultats de stabilité. Parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, la stabilité joue un rôle très important pour les problèmes inverses parce que ça nous donne quand même un résultat de continuité qui permet de raffiner un petit peu la stabilité, l'unicité plutôt. Non, le Laplacien sur les fonctions. Ouais, c'est mal écrit. HK, c'est les Sobolev de M dans le fibré tangent. Pardon, je n'ai pas essayé de leur dire un petit peu le... Donc là, le HK, il faut le voir comme HK de M à valeur dans le fibré tangent Tm. Pardon. Voilà, donc là, on cherche une méthode également qui me permet d'avoir des résultats de stabilité. Plutôt une méthode constructive qui me permet d'avoir des estimations quantitatives de la stabilité. En fait, il y a des résultats, ou bien il y a des méthodes, c'est la méthode de contrôle, la méthode du Boundary Control Method. Donc en fait, cette méthode permet, qui est basée sur un résultat de continuité et la méthode de contrôle. Et donc cette méthode-là consiste uniquement à prouver des résultats d'unicité. Donc c'est une méthode initiée par Bilishev, mais malheureusement ce type de technique ne donne uniquement des résultats d'unicité. Ce sont des méthodes basées sur l'analyse micro-locale et donc ça ne permet pas d'avoir des résultats quantitatifs sur la stabilité. Donc là, en fait, on va essayer d'avoir une méthode qui permet d'avoir des résultats de stabilité. Donc, si j'arrive à estimer l'écart entre A1S moins A2S, je vous rappelle que AS, c'est la partie solénoïdale du champ magnétique A, en fonction de l'écart entre les deux opérateurs Dirichlet-Neumann associés à A1 et A2. Donc, phi est une fonction à déterminer. Voilà, donc là, il y a pas mal de travaux dans différents types d'équations. Bon, là, je cite, il manque un petit choya dans les transparents, mais bon.
Donc il y a les travaux de Bilishev, qui a initié la méthode BCM. Il y a les travaux de Rakesh Sims, dans le cas d'un potentiel dans une métrique euclidienne. Bilishev aussi, dans le cas des problèmes inverses de Gelfand. Stefanov-Holman, il y a pas mal de travaux de Stefanov-Holman, dans le cas d'une métrique proche de la métrique euclidienne. Puis il y a pas mal de travaux sur ce type de questions, dans différents types d'équations et pour différentes conditions. Voilà. Donc là, je donne une idée générale ou bien une stratégie de la preuve pour attaquer la démonstration. En fait, on considère deux solutions, U1 et U2, du même système, sauf que là j'ai un champ magnétique A1 et là j'ai un champ magnétique A2. Je définis A comme étant l'écart entre les deux. Bon, là vous avez une quantité VA qui relie aussi la différence entre A1 et A2. Donc si vous prenez le premier système, donc vérifié par U1, vous le multipliez par U2, vous intégrez par partie. Une simple intégration par partie, vous utilisez la formule de Green, on obtient cette identité-là. En fait, cette identité est très importante, s'appelle aussi l'identité d'orthogonalité. C'est une identité qui relie ce que je cherche à identifier, c'est-à-dire A, l'écart entre A1 et A2, avec ce que je dispose comme mesure, l'écart entre les opérateurs Dirichlet-Neumann. Donc, là, j'ai une identité qui relie ce que je cherche à identifier A avec la mesure quand on dispose. Et donc, en fait, l'objectif, pour l'unicité au moins, si cette quantité est nulle, est-ce que je peux dire, à partir de cette intégrale, que AS est nul? Donc, si j'arrive à montrer ça, en fait, on a au moins l'unicité pour le moment. Et en fait, on va chercher un peu plus que l'unicité, c'est-à-dire la stabilité ou bien la continuité dans l'identification de A. Voilà. Et en fait, on va appliquer ça pas à une seule fonction U1 et une seule fonction U2, mais on va l'appliquer à des familles de solutions. Des familles indexées par un grand paramètre lambda. En fait, on va choisir des solutions particulières de cette équation de Schrödinger avec un potentiel A1, des solutions U2 qui dépendent d'un paramètre lambda à notre disposition. Donc je réécris la même identité. Je suppose bien sûr que lambda A1 égale lambda A2. Donc on réécrit la même identité pour lambda, U1, pardon, lambda et U2 lambda. Si c'est vrai pour tout lambda, est-ce que je peux déduire que AS égale à 0? Voilà, donc là c'est la stratégie générale de la preuve, c'est de construire des familles particulières des solutions pour les opérateurs de Schrödinger, l'une pour le champ magnétique A1 et l'autre pour le champ magnétique A2. Voilà, donc en fait, pour construire des solutions, généralement pour les EDP, donc là on utilise la méthode WKB. Et la méthode WKB consiste à résoudre certaines équations, qui sont bien connues, l'équation iconale et l'équation de transport. Et donc, on va voir tout de suite le fait que je suis sur un cadre non isotrope avec une métrique G. C'est un peu compliqué de résoudre ces deux équations en toute généralité. Donc, il faut au moins une considération géométrique particulière pour pouvoir résoudre l'équation iconale et l'équation de transport. Qu'est-ce que c'est l'équation iconale? L'équation iconale, on cherche une fonction psi dans la norme du gradient égale à 1. Et donc, en fait, on a intérêt de travailler dans des variétés où on n'a pas des caustiques. Et pour cela, en fait, on a besoin d'introduire tout de suite, d'ailleurs, une famille de variétés simples. Donc, une variété simple, et dite simple, si le bord est strictement convexe, et si la fonction exponentielle est un difféomorphisme global. Bien sûr, on sait que l'application exponentielle est un difféomorphisme local, donc là, j'impose un peu plus. J'exige que l'exponentielle est un difféomorphisme global. Donc, quel est l'avantage de ça? L'avantage de cette classe de variétés, c'est que l'ensemble cote-locus est vide. Cote-locus, c'est... on va voir qu'est-ce que c'est le cote-locus. Le cote-locus,
c'est l'ensemble de tous les autres points. Donc l'ensemble cote-locus d'un point P, c'est l'ensemble de tous les autres points qui sont reliés par plusieurs géodésiques arrivant du point P. Donc par exemple, si vous prenez ce point Q là, c'est un point cote-locus de P, puisque là vous avez au moins 3 géodésiques ou 3 géodésiques arrivant du point P. 3 géodésiques minimisant la distance, l'application distance. Donc cet ensemble-là, c'est un ensemble très important en géométrie parce que en dehors de cet ensemble-là, l'application distance est régulière. L'application distance géodésique est une application régulière. Donc si vous fixez un point Z de M, et si vous prenez psi, la distance géodésique au point Z. Évidemment, psi est une fonction continue. On sait qu'elle n'est pas régulière en Z. Mais en fait, ce n'est pas uniquement le point Z où elle pose des problèmes, ça pose des problèmes. Si vous prenez par exemple, si on se place par exemple sur la sphère, S2, et si vous prenez le point antipodal, Z bar, noté par Z bar ici, on montre également que cette application psi n'est pas régulière aussi en Z bar. Et en fait, pour la simple raison, c'est que Z bar est un point dans le cote-locus du point Z. Donc en fait, l'ensemble cote-locus d'une façon générale, c'est un ensemble où pose des problèmes pour cette application-là, l'application distance géodésique. Donc là, en fait, vous avez un théorème qui vous dit que si vous prenez la fonction psi, cette fonction-là, en dehors de cet ensemble-là, elle est régulière. Elle est régulière et vous avez même une expression de son gradient. Le gradient de psi est donné par cette quantité-là. Et donc le fait de travailler, donc en particulier là, en dehors de ce point-là, si vous prenez la norme ici, vous allez trouver que c'est 1. Et donc en dehors, plutôt si vous travaillez dans des variétés simples, en fait cet ensemble est vide, en tout cas privé de Z, et donc cette application vérifie ce qu'on cherche, c'est l'équation éconale. En fait là j'ai quelques exemples. Si vous prenez la sphère où l'hémisphère n'est pas simple, puisque, comme j'ai expliqué tout à l'heure, n'importe quel point antipodal est dans l'ensemble cote-locus et le cote-locus n'est pas vide. Si vous prenez également ce cylindre-là, si vous prenez Z, il faut prendre cette droite-là. Cette droite est l'ensemble cote-locus de Z. Vous avez également, si vous prenez cette couronne-là, si vous prenez Z ici, ce segment-là est dans le cote-locus de Z. Donc là, vous avez des variétés simples. D'accord, vous me dites, si la sphère n'est pas simple, qu'est-ce qu'on peut espérer comme variété simple? Mais je pense que si vous prenez peut-être on a pas mal de géomètres dans la salle, si vous prenez des variétés de courbure négatives, il me semble que c'est simple, à moins que je ne dis pas des bêtises, c'est ça. Enfin, même ça, on peut autoriser d'aller un peu plus que 0, donc, avec convexe, bien sûr. Voilà, donc, d'accord, bon. Donc, une fois qu'on a résolu l'équation éconale, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc, comment maintenant je résoudre l'équation éconale? Donc, je cherche un psi dans le gradient psi égale à 1. En fait, comme j'ai dit, le candidat naturel, c'est de prendre la distance géodésique. Mais bon, il y avait le problème que le point Z est un point singulier pour cette fonction-là. Ce n'est pas un problème parce que je sais que toute variété simple, je peux la prolonger à une autre variété simple M1. On prolonge alors la variété M en M1. Je place mon point Z en dehors de M, et donc je sais que sur M, en fait, ma distance est régulière. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc on prolonge M en M1, je fixe un Z, et je prends ce candidat-là, le candidat naturel pour l'équation éconale. Et en fait, on pourra le voir tout de suite si on se place en coordonnées polaires associées à la géodésique en question. Voilà, donc une fois qu'on a résolu l'équation éconale, on aperçoit tout de suite que ce n'est pas l'unique raison pour laquelle on travaille avec des variétés simples, la résolution de l'équation éconale. Et en fait, on a aussi l'injectivité. On a besoin de l'injectivité de certaines transformations. Et on va voir tout de suite qu'il faut travailler sur des variétés simples pour assurer l'injectivité de telles transformations. C'est la transformation en rayon X. Donc, pour définir qu'est-ce que c'est la transformation en rayon X, j'ai besoin de définir quelques objets géométriques. Je définis la sphère du fibré tangent à SM et je définis une partition de ça, de SM. Donc là, je partage les vecteurs où la normale scalaire θ est négatif ou positif selon
selon le signe de nu scalaire θ. On a également une relation de scattering, hein, qui envoie le D+ en D- de Sm. Donc là, c'est le flot géodésique, phi indice tau plus. Et donc, si vous prenez un xθ quelconque, dans D+ de Sm, on définit une géodésique gamma xθ, donc qui part de x dans la direction θ. Donc ça, c'est à l'instant 0, c'est x dans la direction θ. Je définis également une fonction f indice a. Si vous prenez un covecteur a quelconque, je définis f indice a de xθ, c'est cette quantité-là. En fait, c'est tout simplement le a sharp scalaire θ. Donc, qu'est-ce que je fais avec cette fonction-là? En fait, cette fonction-là, ça me permet de définir une transformation, dite la transformation en rayon X, des covecteurs ou bien une forme. Donc, si vous prenez un covecteur A, le IA, elle est définie comme étant l'intégrale le long de la géodésique, donc c'est l'intégrale entre 0 et tau plus, de cette fonction-là, de FA phi t. Je vous rappelle que phi t, c'est le flot géodésique. Et du coup, en fait, on s'intéresse à l'injectivité ou bien même d'inverser cette transformation-là. Et on voit tout de suite que cette transformation n'est pas injective. N'est pas injective parce que si vous prenez n'importe quelle phi qui vaut 0 sur le bord, et si vous calculez la transformée en rayon X de ce covecteur des phi, vous allez trouver que c'est 0. Donc en fait, tous les différentiels des phi avec phi nul sur le bord est dans le noyau de cette transformation et donc n'est pas injectif. Et donc là, on voit très bien le phénomène qu'on a vu tout à l'heure sur le champ magnétique. En fait, là, c'est trivial, hein, parce que si vous remplacez A par des phi, vous allez trouver que en fait, c'est une intégrale par partie, une intégration par partie. Vous allez trouver que c'est la valeur de phi en tau plus. Tau plus, c'est un point sur le bord. Phi de tau plus, c'est un point sur le bord. Moins phi de 0. Hein. Comme vous avez choisi phi nul sur le bord, en fait, c'est 0 moins 0. Donc, c'est... Pardon. Et donc, en fait, on va montrer que I est injectif sur l'espace des une forme solnoïdale. Hein. Donc, en fait, on pourra montrer que IA égale à 0 implique que uniquement la partie AS égale à 0. Donc, la partie solnoïdale égale à S, A égale à 0. Et donc, A, en fait, c'est un différentiel d'une fonction phi qui est nulle sur le bord. Voilà. En fait, donc là, je vous rappelle la définition de cette transformation géodésique d'une forme, mais on pourra également définir la transformation géodésique pour les fonctions. Hein, je pourrais faire la même chose pour les fonctions. Donc, je peux définir la transformée géodésique par IF comme étant la même chose, donc l'intégrale le long d'une géodésique, mais on sait en fait que cette transformation est injective pour les fonctions. Hein, contrairement à des formes, à une forme comme ça, IA. Voilà, donc on s'intéresse également à calculer l'adjoint de cette transformation I. En fait, pour calculer l'adjoint de cette transformation I, on fait appel à la formule de Santello. Hein, c'est une formule qui vous donne, c'est une formule d'intégration, de changement de variable, grosso modo. Hein. Ça vous donne l'intégrale d'une fonction sur la sphère unité du fibré tangent, vous pouvez l'écrire de cette façon-là. Hein. C'est l'intégrale le long des géodésiques partant de D+. Pardon. Pardon. Voilà, donc là, c'est la formule de Santello, c'est une formule connue en géométrie. Et donc, en fait, on va utiliser cette formule-là pour calculer l'adjoint de I. Donc, l'adjoint de I, je prends une fonction psi quelconque. Donc, je prends une fonction psi quelconque dans L2, et on va calculer le produit scalaire, modulo une densité mu, hein, avec IA. Et l'objectif, c'est d'écrire ce produit scalaire en tant que A scalaire une autre fonction, qui dépend de psi, bien sûr.
Donc là, je remplace, qu'est-ce que c'est le produit scalaire? Ben, le IA, c'est ça. Bon, je remplace, qu'est-ce que c'est le IA sous forme intégrale? Donc c'est l'intégrale de 0 à taux plus de FA. Et donc là, on fait appel à, là, on fait appel à la formule de Saint-Malo qui vous dit que ça, c'est l'intégrale de la fonction FA, xθ, avec psi-tchèche, où psi-tchèche, c'est l'extension de psi à une fonction qui est constante le long du géodésique. Hein. Donc psi-tchèche, elle est donnée par cette formule-là. C'est une fonction constante sur les géodésiques partant de x dans la direction θ. Et donc là, en fait, on a calculé le psi étoile, c'est l'adjoint de formel pardon, le i étoile, c'est l'adjoint de i. Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va considérer l'opérateur normal. L'opérateur normal, c'est i étoile composé avec i. Et donc là, en fait, on montre que si la variété est simple, donc on ne sait pas le faire, en tout cas dans le cas où la variété n'est pas simple, vous avez cette inégalité-là. Et donc cette inégalité vous dit que I, ou bien la transformation géodésique pour les uniformes, est S injectif. Donc là, parce que si vous prenez un A tel que IA égale à 0, ben si IA égale à 0, vous avez a fortiori NA égale à 0. Si NA égale à 0, vous avez AS égale à 0. Donc vous avez la S-injectivité de l'opérateur normal grand N. Et ça, on sait le faire uniquement dans le cas où la variété est simple. Voilà, donc en fait, pour le faire, on pourra calculer même explicitement l'opérateur normal. Donc l'opérateur normal, c'est I étoile I. On l'applique à A, un covecteur A. Et donc là, bon, c'est une intégration par partie, machin. Et donc là, on va trouver que l'opérateur, on le calcule explicitement, c'est un opérateur pseudo-différentiel d'ordre moins 1. Donc l'opérateur normal est un opérateur pseudo-différentiel d'ordre moins 1. Et donc en particulier, vous avez cette inégalité-là. Si vous prenez n'importe quel A, un covecteur supporté dans un ouvert O, inclus dans N. Voilà. Bon, je passe assez de temps. Maintenant, une fois qu'on a cette construction-là, donc là, je vous rappelle que dans le cas d'une variété simple, on pourrait résoudre l'équation éconale et on a l'injectivité de la transformation géodésique en rayon X. Donc là, on passe à chercher des solutions particulières pour l'équation de Schrödinger avec un champ magnétique. Ben, faites la méthode classique pour chercher des solutions U de la forme donc une partie principale plus un reste. Le reste, c'est en 1 sur lambda. Lambda, pour le moment, est un grand paramètre. Donc, la partie principale est décomposée en 3 parties. Donc là, c'est la phase. Là, c'est une amplitude, mais l'amplitude elle-même est décomposée en 2 parties, en alpha et bêta. On va voir quelle est l'utilité de alpha et bêta. En fait, on va voir que le alpha, plutôt la partie bêta de l'amplitude, est liée au fait que j'ai un champ magnétique grand A dans l'équation. En fait, comment on fait pour chercher des solutions de cette forme-là? Ben, en fait, on applique notre opérateur à la partie principale. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ben, je cherche un alpha et un bêta. Pour le moment, est inconnu pour moi, et même chose pour psi. Donc, j'applique mon opérateur magnétique, Schrödinger magnétique, à la partie principale. Bon, tout calcul fait, donc vous avez cette formule-là. Bon, j'ai regroupé cette formule-là en des puissances de lambda. Vous avez un lambda carré, vous avez un lambda ici, vous avez un lambda ici également, et un ici, une constante. Et en fait, pour espérer déjà que le reste soit petit en lambda, il faut déjà tuer dans cette formule toutes les puissances de lambda. Ben, pour le faire, il faut choisir un psi tel que le gradient de psi en norme égale à 1. Donc là, vous êtes devant l'équation éconale. Et il faut que le alpha doit vérifier une certaine équation. Ben, ça, c'est tout simplement l'équation de transport. Et comme j'ai un champ magnétique A, il faut aussi que la partie bêta vérifie cette deuxième équation de transport en bêta. Donc si j'arrive à construire à psi, alpha et bêta qui vérifient ces 3 équations-là, l'équation éconale et les 2 équations de transport,
Donc, je peux espérer que le reste est petit par rapport à lambda déjà. Donc là, on a tué tous les puissances de lambda dans cette équation-là. Donc, comme j'ai dit, en fait, le gradient psi égale à 1. Donc là, on a un candidat naturel. C'est l'équation, la descente géodésique. Il reste à résoudre les deux équations de transport, l'une pour alpha et l'autre pour bêta. Là, je reviens à cette forme particulière de la solution. En fait, ici, on a, si vous voulez, on a lambda psi moins lambda carré t, puisque vous avez un lambda en facteur. Et ça, c'est lié au fait qu'on a une vitesse propagation infinie. Donc là, vous avez une sorte de scaling en t pour l'équation de Schrödinger. D'ailleurs, on pourra faire la même chose pour l'équation des ondes. Vous pouvez prendre exactement la même forme, mais sans le lambda qui est là. Voilà, donc là, maintenant, l'objectif, c'est de résoudre la première équation de transport, vérifiée par alpha. Et là, on passe pareil en équation polaire. Pour simplifier un petit peu cette équation-là, si on passe aux coordonnées polaires, cette équation est équivalente à celle-là. Alpha est une fonction à deux variables, t et r. R, c'est la distance géodésique. Et donc là, en fait, le alpha, vous prenez n'importe quelle fonction kappa, et vous prenez alpha de cette forme-là, où psi également une fonction quelconque qui dépend uniquement de la variable angulaire, est une solution de l'équation de transport. Donc là, vous avez en réalité une infinité de solutions de cette équation de transport A. Bon, donc là, on a une solution de l'équation de transport, de la première équation de transport. Ouais. Simple, oui, simple. Non, ça, ce n'est pas le Laplacien de n'importe quelle fonction, c'est le Laplacien de psi. Psi dépend uniquement de R. Donc, bien sûr, si tu prends le... D'accord. Maintenant, on va résoudre l'équation de transport 2. Donc, on cherche psi, plutôt bêta, qui vérifie cette équation-là. Donc, pareil, on passe aux coordonnées polaires. Et donc, cette équation-là est équivalente à celle-là. Là, elle est plus simple, puisqu'elle dépend uniquement de t et de r. Et donc là, en fait, il suffit de prendre bêta sous cette forme-là. Donc, c'est exponentielle, l'intégrale de i, l'intégrale entre 0 et t, de fa. Je vous rappelle que fa, c'est le champ A scalaire θ. Voilà, donc là, en fait, on a une solution de l'équation éconale, l'équation de transport, la première équation de transport et la deuxième équation de transport. Il nous reste à calculer le reste. Il faut que le reste soit petit par rapport à lambda. Donc, pour calculer le terme de correction, le terme reste, il suffit de chercher V, qui est solution de cette équation, mais avec un terme source, puisque là, j'ai tué tous les autres termes, les puissances de lambda. Et donc là, il suffit de faire appel à l'estimation d'énergie pour montrer que le reste, que le V, ça va être le reste, est petit, en tout cas en norme L2, par rapport à lambda, et borné indépendamment de lambda pour la norme H1. En fait, là, on a juste l'estimation d'énergie, mais si vous êtes dans le cas d'une équation stationnaire, on n'a plus une inégalité d'énergie. Donc là, on pourra faire appel à des inégalités de Karlmann pour construire ce type de reste, pour avoir un reste petit par rapport à lambda. Donc, une fois qu'on a ça, en fait, voilà, donc j'ai construit des solutions particulières de cette forme-là. Donc, voilà, U, c'est la phase, l'amplitude, plus un reste. Donc là, ça va être le alpha, ça c'est lié à la géométrie. Là, c'est le bêta, elle est liée au champ magnétique A. Donc on voit. D'ailleurs, si vous prenez A égale à 0, en fait, ce terme-là, c'est 1 avec l'exponentielle. Vous n'avez pas le bêta. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui se passe pour l'unicité? Comme on a dit tout à l'heure, donc on prend des solutions particulières. Pour A1, ici, il manque un indice, donc c'est lambda A1 et lambda A2. Et je fais appel à mon identité d'orthogonalité qu'on a
qu'on a exposé tout à l'heure. Hein. Donc là, c'est l'inégalité la plus importante qui relie la mesure en fonction de ce que je cherche à identifier grand A. Bon, mais on va l'appliquer pour les solutions qu'on a construites, les solutions U1 et U2. Bon, là, je vous rappelle que dans cette identité, vous avez des produits de U1 ou des dérivés de U2. D'accord? Donc, si je reviens à U1 et U2, donc là, vous avez deux parties principales plus des restes. Et donc, on va, les produits des dérivés, en fait, on va garder uniquement les termes importants en lambda. Le reste, on va le mettre en 1 sur lambda, en grand taux comme reste, comme second membre, grand taux de 1 sur lambda. Et donc, tout calcul fait, vous avez cette égalité-là. Vous avez 2 lambda l'intégrale de A des psi, alpha 2, alpha 1, bêta 2, bêta 1, égale grand taux de 1 sur lambda. Bon. Et là, on passe de nouveau aux coordonnées polaires. On passe de nouveau aux coordonnées polaires, on obtient cette identité. L'avantage de cette identité, c'est que ce terme-là ne dépend pas de lambda. Donc là, on a fait des intégrations par partie, des changements de variables, etc. Donc, comme ce terme-là ne dépend de lambda, je fais tendre lambda vers l'infini, et du coup, on obtient ce terme-là égal à 0, puisque le psi qui est là, elle est quelconque, elle est à ma disposition. Il n'intervient pas dans la construction. Et donc là, en fait, à ce stade-là, on a besoin que le AS est petit. Le AS est petit pour dire que cette quantité-là a un développement limité, si vous voulez, de l'exponentielle, vous dit que IA égale à 0. Mais je sais que IA égale à 0 et je suis sur une variété simple, donc j'ai la S-injectivité. Et donc là, vous avez AS égale à 0. En fait, pour montrer la stabilité, évidemment, on n'a pas le droit de supposer que ça, c'est grand taux de 1 sur lambda, mais c'est grand taux de 1 sur lambda plus la différence entre les opérateurs Dirichlet-Neumann. Et donc, il faut suivre toutes les quantités dans le calcul de lambda A1 moins lambda A2. Et donc, on a en fait même un résultat de stabilité qui vous dit que si vous êtes sur une variété simple, et si l'écart est petit, entre A1S et A2S, alors vous avez un résultat de stabilité holderienne, un sigma est entre 0 et 1. Et bien sûr, un résultat de stabilité implique a fortiori l'unicité pour ce problème inverse. Et on pourra également considérer un problème beaucoup plus compliqué. Si vous voulez identifier à la fois un champ magnétique et un champ électrique Q, vous avez également un résultat de stabilité holderienne. Vous pouvez identifier en même temps un champ électrique Q et la partie S du champ A. Donc vous avez un résultat de stabilité, toujours sous la condition que, je pense que cette condition-là est purement technique et je pense qu'on pourra le supprimer. Donc je n'ai pas trop cherché là-dessus. Donc là, j'ai encore un peu de temps. Je passe à un autre problème connexe à ce problème pour l'équation de Schrödinger, c'est le problème spectraux, problème inverse spectral. Qu'est-ce que c'est le problème spectral? C'est un problème ancien. C'est dû à Kak qui vous dit que est-ce qu'on peut entendre la forme d'un tambour? En d'autres termes, mathématiquement, est-ce que le spectre du Laplacien pourra déterminer la forme d'un tambour? Ou bien en d'autres termes, est-ce qu'on pourra avoir deux tambours différents qui produisent le même spectre pour le Laplacien? Donc là, c'est un problème posé par Kak en 1966 et mathématiquement qui vous dit que si je prends les fréquences propres et le spectre associé à ces fréquences propres, est-ce que je peux déterminer la forme d'un tambour? Est-ce qu'on pourra déterminer la forme d'un tambour? Et donc la réponse tout de suite est négative, puisque on a deux exemples de deux domaines oméga dans lesquels le Laplacien produit exactement le même spectre. Donc là, vous avez deux formes géométriques, deux oméga, deux tambours différents qui produisent le même spectre pour le Laplacien.
Et en fait, on va voir ça sur un exemple très simple. Il y a une symétrie qui permet de dire qu'en fait, on ne peut pas espérer d'avoir le même spectre pour le Laplacien. Si vous prenez cette équation différentielle sur 0,1, avec des conditions au bord, conditions de Cauchy, et donc la question, donc là j'ai les valeurs propres. La question, est-ce que si les mêmes valeurs propres pour Q1 et Q2 coïncident, est-ce que je peux dire que forcément Q1 égale à Q2? La réponse est non. La réponse est non parce qu'il suffit dans cette équation de faire un changement de variable, de remplacer x par 1 moins x. Donc on va voir exactement le même spectre, mais il n'y a aucune raison que Q2 égale à Q1. Et donc là, vous avez le même spectre sans que les potentiels sont les mêmes. Donc ça, c'est un exemple très simple pour ne pas avoir l'unicité à partir des potentiels à partir du spectre. Et en fait, qu'est-ce qui se passe modulo cette restriction? Est-ce que c'est l'unique restriction pour avoir l'unicité? Là, vous avez un résultat de Borg-Levinson en 89 qui vous dit que... pardon? Qu'est-ce que j'ai dit? 49, pardon. Donc, si vous avez deux potentiels symétriques dans ce sens-là, et si les valeurs propres sont les mêmes, alors forcément Q1 égale à Q2. Donc, en fait, c'est l'unique restriction pour avoir l'unicité. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où on n'a pas cette symétrie-là? Là, en fait, il faut modifier un petit peu le système. Au lieu de prendre des conditions en 0 et en 1, il faut changer les conditions en 0, tous en 0, mais là, vous prenez U'0 égale à 1. Et donc là, si on impose une condition supplémentaire, si je ne connais pas uniquement le spectre, mais aussi les valeurs propres, les fonctions propres, pardon. Donc, si vous avez les valeurs propres coïncident et les dérivés des fonctions propres au point 1 coïncident, alors forcément, vous avez le même potentiel Q. Donc, Q1 égale à Q2. En fait, on pourra généraliser ça pour n dimensions, pour un opérateur dans un ouvert de Rn ou sur une variété de dimensions n. Et donc, si vous prenez le Laplacien plus un potentiel Q, vous avez des valeurs propres du Laplacien avec la condition de Dirichlet sur le bord. Et donc, vous avez également un théorème de Nachman, Sylvester, Ullmann, Izuzaki, qui vous dit c'est l'analogue de Borg-Levinson, mais en n dimensions. Si vous avez les mêmes valeurs spectrales pour les valeurs propres et la dérivée normale des fonctions propres, vous avez forcément le même potentiel Q. Et donc là, en fait, ça c'est juste un résultat d'unicité. On pourra bien sûr tester si on pourrait avoir un résultat de stabilité. En fait, donc là, pour traiter le problème spectral, on passe généralement par le problème inverse de Gelfand, qui est le suivant. Si vous prenez un Z qui n'est pas dans l'ensemble résolvant de Laplacien, donc vous prenez V une solution de ça, et ça permet de définir un opérateur de Gelfand, pi indice Z de Q. C'est tout simplement la dérivée normale de cette fonction-là, qui est solution de ce système-là. Donc le problème inverse de Gelfand consiste à déterminer le potentiel Q si je connais le graphe de cet opérateur pour n'importe quel Z, plutôt pour n'importe quel Z qui est dans l'ensemble résolvant de moins Laplacien plus Q. Et donc là, en fait, il y a les problèmes spectrales, c'est-à-dire déterminer le potentiel à partir des données spectrales, les valeurs propres et les fonctions propres. Il y a le problème de Gelfand, déterminer le potentiel à partir de cet opérateur-là pour n'importe quel Z. Puis il y a le problème inverse, déterminer le potentiel Q à partir de l'opérateur Dirichlet-Tuneman. Et donc, en fait, c'est avéré que ces trois problèmes sont équivalents. Donc, si on arrive à résoudre l'un, en fait, on a la solution pour les autres. Et ça, c'est donné explicitement, puisque on pourrait exprimer n'importe quelle donnée en fonction des autres. Par exemple, ici, je pourrais exprimer ce qui est en rouge, c'est les données spectrales,
Là, c'est l'opérateur de Gelfand. Donc là, vous avez un lien entre les deux. Là, je peux exprimer l'opérateur Dirichlet-Neumann en fonction de l'opérateur de Gelfand. Donc, si j'arrive à montrer l'unicité pour l'un des problèmes, j'ai également l'unicité pour les deux autres problèmes. Voilà, en fait, on a un résultat de stabilité pour ce type de problème. On peut identifier, ou bien on peut avoir un résultat de stabilité Q1 moins Q2 en fonction de l'écart entre les données spectrales. Epsilon ici, c'est l'écart entre les valeurs propres. Donc là, petit oméga, c'est une mesure juste pour faire converger ces séries-là, la dérivée normale. Donc là, vous avez une inégalité de stabilité dans le cas où la variété est simple. Voilà, je pense que j'ai fini. Donc, je vous remercie. Merci pour cet exposé. Y a-t-il des questions? Oui. Pourquoi dans le théorème que tu viens de donner, il faut que n soit supérieur à 2 ? N égale à 1, je ne sais pas. Donc, je n'ai pas cherché, en fait. Je ne me suis pas posé la question pour n égale à 1. Mais en tout cas, pour n égale à 1, je sais qu'il y a des problèmes, en fait. Ce n'est pas aussi simple. Il y a pas mal de travaux. Il y a les travaux de Colin de Verdière sur ce type de problème, mais bon. J'avoue que je n'ai pas regardé de près ces travaux-là, mais je sais que il a traité les cas où n égale à 1, mais je sais qu'il y a pas mal de difficultés dans ce cas-là.